Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 13 de koh la légende. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de stratégie. Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu tant de nouvelles choses que ça dans ce domaine, donc normalement ça devrait aller plutôt vite. En revanche, et ça, bah, on commence à avoir l'habitude, hein, mes plans se ressemblent un peu, l'air de rien. On a une fois de plus eu des épreuves géniales, très disputées, très bien faites, bien organisées, enfin bref, il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Et enfin, ce qui a vraiment rendu cet épisode spécial pour moi, c'est le côté divertissement. C'est quelque chose que j'ai jamais abordé, c'est le fait que les aventuriers, en interagissant naturellement entre eux, ont réussi à nous fournir du beau spectacle. Alors, pas forcément quelque chose de très impressionnant, mais c'était juste très plaisant à regarder, on va essayer de comprendre pourquoi. Commençons donc par la stratégie. Comme je disais, il n'y a pas eu énormément de nouveaux éléments dans ce domaine. Le seul truc qu'on a pu voir, qui était quand même assez intéressant, c'est que Jade et Hugo auraient pu être alliés. C'est quelque chose qui semble assez naturel, effectivement, l'un comme l'autre, ils sont assez isolés. Jade, parce que c'est une fille, hein, tout simplement, ça reste quand même si elle a réussi à s'intégrer d'une certaine manière auprès des garçons. Elle reste une fille, malheureusement pour elle, elle n'était pas là dans l'équipe du début, et donc il y a toujours cet aspect qui est sous-jacent. Et puis Hugo, il a passé beaucoup de temps sur l'île des Bannis, tout simplement, beaucoup de temps isolé. Par définition de l'île des Bannis, toutes les personnes qu'il a pu rencontrer ont été éliminées. Et puis, ce qui est important de noter, c'est que tous les deux, ils représentent un danger potentiel dans l'optique de la phase finale dans laquelle on entre actuellement. Jade, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a gagné 2 fois les poteaux, c'est évident qu'elle représente un danger pour la victoire finale pour cette raison. Et Hugo, lui, il représente un danger dans l'optique du jury final. Tout simplement parce que son parcours atypique peut beaucoup plaire. Les aventuriers peuvent être séduits tout simplement par le côté « je me suis battu pour en arriver là, j'étais l'éternel survivant ». Les épreuves, s'en sortir grâce aux épreuves, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est quelque chose qui marque beaucoup les aventuriers. En plus, en progressant dans koh grâce aux épreuves, ce qui se passe c'est que vous vous faites jamais d'ennemis. Donc du coup, Hugo il s'est frité avec personne, il a mis de stratégie en place contre personne. D'ailleurs, c'est celui qui a le moins voté, c'est celui qui a mis le moins de bulletins dans l'urne, donc forcément, il y a, que ce soit consciemment ou inconsciemment, quelque chose qui joue en faveur d'Hugo pour cette raison. Bref, 2 aventuriers en danger, Jade a 2 votes, il y a 5 aventuriers restants, donc il suffit de compter, hein, il y avait moyen au moins d'arracher une égalité, voire mieux, si jamais les 3 autres ne votaient pas de concert. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Je dis malheureusement parce que j'aime bien les stratégies, hein, vous le savez. Et Hugo apparemment n'avait pas envie de faire de stratégie, il doit pas être très doué pour ça, ou alors il voyait pas le danger, mais le danger était un peu évident, donc je pense pas que c'était ça le problème. Pour moi, il a vraiment manqué une occasion de se sauver, parce qu'il est allé voir Jade, il est allé la voir, ils ont discuté, et après, il nous a dit en facecam, ben, entre moi et Jade, il y a un petit problème, la situation est délicate à gérer, parce qu'on sait très bien que ça va être elle ou moi, donc on va voter l'un contre l'autre, et donc on n'a pas trop osé aborder le sujet. Bah oui, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut aborder le sujet et se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire quand même. Après, bien sûr, hein, c'est facile à dire après coup, parce qu'on sait qu'il a été éliminé, donc forcément, il fallait tenter quelque chose pour éviter ça. Peut-être que lui se voyait pas tant en danger que ça, et il avait peut-être prévu que Jade serait plus en danger, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lui a pas réussi. Et puis même Jade, elle aurait dû tenter quelque chose, même Jade, pour elle, c'était risqué. Imaginons que Hugo sorte un collier, bah c'était Jade qui dégageait, donc elle aurait pu essayer, comme elle l'a expliqué également en facecam d'ailleurs, de se faire une sécurité grâce à ces 2 votes. Non, elle n'a pas tenté ça non plus. Alors elle, c'est un peu différent, hein. Elle, on peut dire, bah maintenant, t'as eu raison parce que t'as voté Hugo et finalement, ça t'a bien réussi. Donc, tant mieux pour elle. Mais quand même, il y avait moyen de faire quelque chose, d'autant que Claude n'a pas voté Hugo. Et ça, c'est le 2e élément stratégique dont je voudrais parler dans ce débriefing, parce que à titre personnel, ça m'a pas paru évident la raison du vote de Claude contre Jade à ce moment-là. Je vois pas pourquoi en fait. Alors je dirais qu'il y a 2 explications possibles. 1, répartir les votes. Alors c'est pas une répartition des votes à proprement parler, mais en tout cas, il pouvait se prémunir du cas imprévu où Jade ne voterait pas contre Hugo avec ses 2 votes, qu'elle voterait, mettons, Claude avec ses 2 votes. Et à ce moment-là, il y aurait eu 2 votes Jade, 2 votes Claude par exemple, et il y avait une égalité et ça permettait à un des membres de l'équipe majoritaire, si on peut parler d'équipe majoritaire à ce stade du jeu, de se sauver et d'obtenir un 2e vote qui aurait été naturellement en sa faveur. Donc ça c'est le premier élément. Mais moi ce que je pense, c'est que la raison principale qui a poussé Claude à faire ça, c'est pas une justification sur la difficulté de l'aventure ou quoi que ce soit. Pour moi, ça, c'est du gros mytho pour les caméras.
Je pense qu'il a voulu ne pas mettre un vote contre un futur membre du jury final. Alors évidemment, est-ce que ça change fondamentalement les choses? Non, mais ça peut faire une petite différence si jamais Hugo hésite. Peut-être que le fait que Claude n'ait pas voté pour lui, ça fera peut-être même inconsciemment pencher la balance en faveur de Claude. Ça m'a marqué parce que tout simplement Hugo a demandé qui avait voté pour lui et à ce moment-là, Claude n'a pas voté contre Hugo, donc se fait oublier. Hugo qui naturellement est déçu en particulier par Phil, avec qui apparemment il avait une alliance, donc il est un peu salé et à ce moment-là, Claude se fait oublier. Et donc pour moi c'est très bien joué, je pense que c'est ce qui l'a conduit à voter Jade sur ce conseil, mais bien sûr, on ne le saura jamais. Comme je disais, hein, Claude nous a balancé une histoire fumeuse de qui a eu l'aventure la plus difficile. Pour moi, ça vaut rien du tout. Hein. Ils se sont complètement entendus sur les votes. Hein. Il n'aurait jamais pris un risque pareil s'il n'avait pas été sûr que les autres allaient voter Hugo. Donc personnellement, je pense qu'il y a une stratégie derrière. Il y a quelque chose derrière, c'est obligé. Mais malheureusement, il n'a pas voulu nous le dire. Passons maintenant aux épreuves. Toujours très bonnes, hein, c'est une constante de cette saison, c'est tout le temps comme ça. Mais dans cet épisode, je les ai trouvées particulièrement incroyables. Commençons par l'épreuve en étoile qui s'est faite en fait en équipe, hein, 2 équipes de 3. Alors sur ce, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que je trouve que dans la façon d'organiser l'épreuve en équipe, le fait que chacun participe, en fait, même celui qui va tomber en premier, participe à amener en quelque sorte le dernier, son champion, vers la victoire finale. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu le même principe, quand une épreuve qui est à l'origine faite pour être individuelle et adaptée pour être faite en équipe, je trouve que la production se rate jamais, hein. C'est toujours quelque chose qui est un peu délicat d'adapter une épreuve, mais c'est toujours le même principe, hein. C'est plus difficile quand le premier membre de votre équipe a lâché, voilà, c'est tout le temps comme ça que ça marche. Maintenant, mettre une épreuve en équipe si tard dans le jeu, moi je suis pas forcément fan. Je suis pas forcément fan parce que justement c'est à ce moment-là qu'une individualité peut s'exprimer. Et même si on a des individualités qui s'expriment forcément dans Koh-Lanta, le fait de les mettre par équipe de 3, en fait, ça le met pas bien en valeur. Ça met pas le champion de l'épreuve sous le feu des projecteurs, en fait. Après, il s'est quand même passé plein de choses intéressantes à regarder. C'est vrai que pour une épreuve où les candidats restent pendant 1h30 dans la même position, il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est que Jade a eu son problème de chaussures. C'était quand même assez incroyable parce que je me disais, ça aurait dû lui apporter un avantage considérable. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses, mais ça n'a pas du tout été le cas. Elle a eu des problèmes de semelle, ses chaussures étaient détruites. Ensuite, on a vu une contre-performance totale de Laurent. 2 minutes 40, hein, j'ai retenu. Ah, c'est pas très sympa, mais ça m'a marqué. Hein. Il a perdu sa concentration en fait très rapidement, peut-être trop confiant. En tout cas, Laurent, il passe quand même un peu à côté de son Koh-Lanta au niveau des épreuves. Hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas été capable de performer très souvent. Pourtant, il a, à mon sens, le meilleur physique. En tout cas, visuellement, il a l'air d'être quand même encore assez musclé, de pas trop avoir perdu. Il a l'air en forme, mais il n'empêche que ça se traduit pas par des résultats. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, hein. Son physique, ça lui sert à autre chose. Mais ce qui m'a le plus marqué sur cette épreuve, c'est Phil. Phil, il a eu une facilité, mais c'était absolument incroyable. Enfin, il discutait tranquillement de massage, il pouvait lâcher un bras, il avait l'air d'être debout sur un parquet plat, quoi. C'était incroyable la facilité qu'il avait à se maintenir en position, et ça contrastait un peu avec Claude, qui avait des problèmes apparemment de jambe gauche, jambe droite. Bon, on sait pas exactement, pourtant le truc il doit être parfaitement symétrique, hein, mais Claude a eu beaucoup de difficultés sur cette épreuve, alors que Phil, il pouvait tenir encore 5 heures, il était dans son canapé. Hein. Passons maintenant à l'épreuve d'immunité qui était un puzzle. Et là, on peut dire qu'il y a eu une démonstration de Claude. Il a réussi à comprendre quelle pièce il fallait mettre en premier parce qu'il y avait une couleur qui était moins présente que les autres. Et c'est quelque chose qu'il a vu. Alors, en plus, les candidats, ils peuvent pas regarder comme nous, on voit à la caméra. Ils peuvent pas prendre de recul, en fait. Ils peuvent pas tricher les uns sur les autres comme ça. Et c'est vrai que arriver à voir ça, franchement, faut une lucidité assez incroyable. Lucidité que Laurent n'a pas eue. Les épreuves se suivent et se ressemblent un peu. Pour Laurent, encore une contre-performance. Il s'en tire de justesse face à Sam et il a eu besoin de 2 indices. Les deux ont eu besoin de 2 indices pour y arriver, sinon on y serait encore. Hein. Après, je me moque, mais je sais vraiment pas ce que je donnerais sur un truc comme ça. Dernier élément à noter de l'épreuve de l'étoile, les larmes de Sam.
Évidemment, un peu comme Loïc la semaine dernière, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire que c'est un rêve Koh-Lanta et donc l'émotion est trop forte au moment de l'élimination. C'est comme ça fait de la peine, mais d'un autre côté, pareil, il arrive à prendre le recul après, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Après, quand il dit que c'est son rêve, je vais quand même mettre un petit bémol, parce que son rêve Koh-Lanta, ok, mais moi je trouve qu'il se donne pas forcément les moyens d'atteindre son objectif, de réaliser son rêve en fait, parce que il y a quand même des trucs qui paraissent un peu évidents où il pourrait s'améliorer pour augmenter ses chances de victoire. Par exemple, typiquement, le moment où il avait dit, je me rappelle plus exactement de l'épisode, mais il était responsable de la défaite de son équipe ce jour-là, et il avait dit, si je dois sortir, je sortirai, et il n'avait pas commencé à chercher de collier, c'était Claude qui lui avait dit, faudrait que tu cherches un collier pour te sauver. Alors, si c'est les autres qui sont obligés de t'expliquer que tu as besoin d'un collier pour te sauver quand t'es en danger, ton rêve c'est Koh-Lanta quoi, t'es censé avoir compris ça. Même remarque au niveau du social. Le social est peut-être un peu meilleur pour Sam dans cette saison. Il est toujours pas très à l'aise en société, hein, évidemment, il n'est pas le bon copain comme Laurent, mais il s'améliore un petit peu. Ceci dit, il peut quand même faire 100 fois mieux. Il suffit d'avoir regardé une ou deux saisons de Koh-Lanta pour savoir que le social, c'est la clé. Et là, je sais pas pourquoi, mais il semble toujours pas avoir compris ça, rêve ou pas. Et enfin, je termine cette partie sur les épreuves par l'épreuve des bannis, évidemment. Donc, une épreuve où il fallait faire rouler des billes sur un plateau jusqu'à les placer dans des emplacements particuliers. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu un très beau duel entre Alix et Christelle. Loïc se débrouillait bien au début, puis il s'est fait distancer sur la deuxième et la troisième bille. Mais pour placer la troisième bille, il y a vraiment eu un moment où Christelle est passée tout près. Et vraiment la victoire s'est jouée là. Et là, il y a quand même un maintien dans l'aventure qui se joue. Donc c'est assez incroyable. Elle est passée, je sais pas moi, à moins d'un millimètre, je dirais. Elle est passée au-dessus du trou peut-être même. Je me rappelle plus exactement, mais vraiment ça s'est joué à rien. Et Alix était un peu derrière, elle venait de faire tomber, donc elle faisait, je crois, son deuxième ou troisième essai pour placer sa dernière bille, et c'est là qu'elle réussit, donc vraiment c'était hyper serré, et avec pas mal de suspense sur cette épreuve. Et on enchaîne avec la dernière partie de cette vidéo, la partie qui concerne l'aspect divertissement, ce qu'ont réussi à nous proposer les aventuriers à partir de rien, juste en interagissant entre eux, l'alchimie a bien fonctionné pendant cet épisode. Mais avant ça, je fais une petite pause pour vous demander, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Voilà, merci à vous si vous participez d'une manière ou d'une autre à la visibilité de cette chaîne sur YouTube. Je fais ça maintenant parce qu'il paraît que ça marche mieux quand on met ça au milieu de la vidéo et pas à la fin. On s'en fout, on parlait des interactions intéressantes entre les candidats et j'en avais parlé dans une vidéo en début de saison qui avait d'ailleurs fait un bide total. Je sais pas à quoi c'était dû, mais en tout cas ça vous avait pas intéressé, où j'avais parlé du casting 20 étoiles et j'avais dit que les aventuriers étaient en fait plus à l'aise que dans une saison anonyme, à l'aise avec les caméras, à l'aise dans leur façon de parler, avec Denis évidemment qui connaissent très bien, et donc ça nous donnait des remarques marrantes, ils se chambrent entre eux, ils font des références aux saisons des uns et des autres, et donc c'était assez plaisant à regarder. Ça a été beaucoup le cas sur le premier épisode, après ça n'a pas toujours fait mouche. Et là, ça a bien fonctionné, et l'exemple le plus flagrant, c'est un aventurier que j'ai beaucoup critiqué, mais là il a été assez exceptionnel dans cet épisode, c'est Phil. Phil, pendant le confort, il a été incroyable. Alors, ce qui est assez extraordinaire avec Phil, c'est que on sent qu'il le fait pas exprès, on sent qu'il est juste naturel en fait. Et ça rend les choses encore mieux, encore plus authentiques chez lui, et on se prend vraiment au jeu, on se prend à l'écouter, c'est agréable parce que on sait qu'en fait ça sort sans filtre. On pourrait mettre un peu ça en opposition avec Laurent, même si moi j'aime bien Laurent, hein, je le trouve drôle, mais c'est vrai que Laurent on sent qu'il sait qu'il passe à la télé, voilà, il fait des blagues tout le temps, des blagues il en fait 200 par jour, et puis il garde ce qu'ils veulent au montage quoi. Phil il cherche pas forcément à attirer l'attention sur lui, il dit ce qui lui passe par la tête tout simplement, et il y a eu des moments brillants. J'en ai relevé 3. D'abord il nous parle de sa barbe de pêcheur hein, quand il se voit dans la glace. Alors bon, c'est pas grand chose, hein, c'est pas de l'humour qui vole très très haut, mais moi venant de lui, la façon dont ça a été dit, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ensuite, le shampoing de Phil. Le shampoing de Phil. Enfin, je veux dire, pareil, hein, c'est pas grand chose, mais enfin voilà, c'était quand même marrant à voir. Et enfin, c'est à crescendo en fait, moi le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand il parle de Madeleine qui lui rappelle chez lui.
Personnellement, je sais pas s'il a fait exprès, mais moi j'ai trouvé ça brillant. Et même s'il a pas fait exprès, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire qu'il y a deux grands esprits qui se rencontrent. Ça se trouve, il a même pas sa propre référence en fait. Il a pas fait exprès, mais ça marche super bien. En général d'ailleurs, quand un aventurier de koh fait une référence, il la fait un peu explicite quoi. Il dit ce qu'il cite et puis tout le monde comprend, tout le monde le voit bien, enfin voilà. Même c'est parfois expliqué en sous-titres. Mais là, justement, je me demande si c'était fait exprès. Après, peu importe s'il avait la référence, s'il a fait exprès, pas fait exprès, si c'est juste une vue de l'esprit de ma part. Mais c'est quand même assez extraordinaire, un mec comme ça qui sent une madeleine et qui te dit « Oh, les madeleines, ça me rappelle chez moi. » Moi, j'en revenais pas. Alors oui, j'en fais beaucoup pour pas grand-chose, mais qu'il puisse sortir ça comme ça, moi, je suis resté quand même comme de ronflant. Et puis, pendant ce confort, il y a eu aussi des moments mythiques sur le camp. Une fois de plus, des petites choses, hein, mais il faut les relever. J'ai pas tout relevé en plus, j'en ai relevé que quelques-unes pour cette vidéo, j'ai pas eu le temps de tout noter. Je me rappelle de Sam qui explique au calme, bon bah on va finir le riz, il nous restait 2 cuillères et demie par personne, ce soir on se fait péter le bide. Ouais, on se fait péter le bide avec 2 cuillères et demie de riz, ça choque personne, on est sur koh Lanta, normal. Laurent derrière qui dit, on s'est fait une bonne petite soirée loser, hein, au moins il n'a pas perdu son sens de l'humour. Et puis, le fait de prendre des poses de bodybuilder devant le miroir de koh Lanta. À quel moment tu vois ça? À quel moment tu vois ça dans une saison anonyme en fait? Il faut qu'il y ait un mec comme Laurent qui fasse le beau. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce que je disais sur les épreuves, hein, son physique lui sert pas, de toute évidence. Hein, ça marche pas, la logique n'est pas respectée. Il n'arrive pas à avoir des performances physiques au-dessus des autres. Mais par contre, son côté beau gosse, franchement, il y joue dessus. Je pense que c'est aussi sa personnalité, mais ce qui est marrant, c'est qu'il assume complètement. Il se vautre dans le personnage, et je trouve que ça marche super bien. Il l'avait déjà fait d'ailleurs dans l'épisode précédent, il me semble, quand il se faisait masser. J'avais trouvé ça brillant aussi, quand il a dit à la masseuse, par contre, je préfère vous prévenir, j'ai un corps d'Apollon. Et il ouvre sa chemise comme ça, mais genre aucun complexe le mec. Et puis il a réussi à emmener Sam et Hugo dans le délire quoi. Tu vois Sam faire une pose de bodybuilding pour montrer ses veines devant la glace à koh Lanta alors qu'il a perdu 17 kilos, je sais pas combien. Bref, c'était quand même assez exceptionnel à regarder. Mais on a aussi vu que Sam a refusé de se peser. Et ça, c'était aussi assez étonnant à voir, parce que, l'air de rien, alors qu'il ne dit jamais rien, qu'il s'exprime jamais sur le sujet, il n'est pas très expressif, il a quand même dit « ça va me saper le moral et je veux pas savoir combien j'ai perdu ». Donc je pense que lui aussi, même s'il ne le montre pas autant que Laurent, il fait attention à son apparence. Il en a souffert en fait, il en souffre de perdre du poids et de se voir aussi maigre. Et ça doit pas être évident à gérer. Bon, l'avantage c'est que du coup, il a été éliminé, donc il va pouvoir rentrer en Alsace, continuer à soulever de la fonte et à manger de la protéine en poudre. Hein. Tant mieux pour lui, comme ça, au moins il sera content. Et puis, une fois de plus, hein, encore un détail, vous avez vu la tête de Sam au moment où Claude raconte ce qu'il a mangé au confort. Franchement, elle est d'un autre monde. L'expression qu'il a sur son visage, il est captivé, il est complètement baba devant ce qu'il raconte, ça le fait rêver, on le voit, mais pareil, c'est authentique en fait. Il est complètement suspendu à ses lèvres tellement il a envie de bouffer. Franchement, moi, je l'ai vu, je sais pas, sans doute certains d'entre vous l'auront aussi relevé parce que c'était quand même assez incroyable. Enfin, vraiment, il doit crever la dalle pour faire une tête pareille quand on lui parle de nourriture. Je vais terminer par un point qui est quand même un peu plus important, un peu plus flagrant aussi. C'est quelque chose qu'on aura pu remarquer déjà depuis un certain nombre d'épisodes. Claude veut absolument pêcher au maximum. Ça s'était déjà vu quand il avait parlé de Candice et de son record féminin. Moi j'avais dit ouais c'est pas une super idée là comme ça de mettre en avant les records féminins. Il n'y a pas vraiment de raison de séparer les hommes et les femmes dans ce domaine. Mais en fait c'est lié au fait qui veut absolument avoir le record du plus grand nombre de poissons pêchés sur koh Lanta. Ça apparaît clairement maintenant, je sais pas, peut-être que vous l'aviez vu depuis bien longtemps, moi je m'en suis rendu compte vraiment que dans cet épisode, il veut absolument pêcher un maximum de poissons, et il nous a fait encore d'ailleurs hein, une démonstration parfaite avec Sam qui lui dit il n'y a pas de poissons, c'est trop dur, ou plus exactement, il y a des poissons, mais il y a trop de marée, n'y va pas, tu perds ton temps. Et puis, bon, alors évidemment, avec la compression du montage, hein, mais en gros, 5 minutes plus tard, Claude revient avec un seau rempli de poissons, 2 poissons par personne, c'est Lucullus chez Lucullus. Et ça me paraît important de le noter, parce que c'est vrai que moi, vous le savez, j'aime pas trop Claude, hein, j'aime pas trop Claude pour son côté donneur de leçons, parce que il est très très fort. Il le sait, et du coup il se permet des remarques vis-à-vis de certains aventuriers. Moi, je suis peut-être trop sensible, hein, ça dépend après des sensibilités de chacun. Moi, des fois, ça m'embête un peu, moi, des fois, il m'énerve, hein, je le dis clairement. C'est quelque chose que j'aime pas chez lui.
Mais par contre, là où il est extraordinaire, c'est cette capacité à essayer de se surpasser alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Est-ce qu'il est en danger? Non, à ce moment-là, il n'a aucune raison d'être en danger, il est sûr d'être à l'orientation quasiment. Et pourtant, il continue à se dépasser, il continue à créer des choses en fait. Parce que combien, à sa place, se serait laissé aller, se serait laissé vivre en fait, n'aurait pas fait d'efforts particuliers. Il y en a même qui sont en danger, qui savent qu'ils vont sortir et qui font pas d'efforts particuliers pour se sauver. Lui, alors qu'il n'est pas en danger, alors qu'il sait qu'il va aller à l'orientation, il continue de se surpasser, il continue de faire l'effort d'aller pêcher. Alors bon, certes, il sortait de confort, donc il avait de l'énergie, etc. Oui, il y a des éléments qui peuvent expliquer ça. Mais il n'empêche qu'il a fait l'effort alors qu'il n'en avait pas besoin. Lui, il n'avait pas faim, justement. Il n'avait pas faim, il allait chercher les poissons pour le record, pour le jeu, pour la gloire. Alors il fait ça pourquoi? Il fait ça parce qu'il a un gros ego, évidemment. Donc il a le défaut et la qualité, en quelque sorte. Il fait ça pourquoi? Il fait ça parce que lui, Claude, déjà légende de Koh-Lanta, doit vraiment asseoir sa domination totale et définitive sur l'émission en pêchant plus de poissons que tout le monde. Voilà, c'est son état d'esprit. Et d'ailleurs, ça me permet, en passant, de réparer un oubli de la précédente vidéo, parce que dans la précédente vidéo, j'ai pas du tout parlé de la réaction de Claude au moment où il a vu que Hugo a gagné l'épreuve d'immunité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué plein de monde. Je l'ai relevé aussi, puis j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, donc j'en profite pour en parler là. Effectivement, ça peut agacer. Certains disent, bon bah voilà, il est passé de l'aventurier le plus aimé à l'aventurier le plus détesté. Je pense que c'est un peu excessif, et moi, pour le coup, ça c'est vraiment un truc que j'adore chez lui, c'est-à-dire qu'il est là pour la victoire, et quand ça marche pas dans son sens, il n'est pas content, et ça se voit, et ça l'énerve, parce qu'il a un niveau d'exigence, il veut gagner, il est hyper exigeant envers lui-même, il veut absolument voilà, battre le record du nombre de poissons pêchés sur Koh-Lanta, il veut absolument remporter cette édition, et donc quand ça va pas dans son sens, eh ben ça se voit et il n'est pas content. Et ce côté compétiteur, alors là pour le coup ça me gêne absolument pas, et je pense même que c'est vraiment un de ses meilleurs traits de caractère, et c'est ce qui fait qu'il est si divertissant, on va dire, à regarder. Si tous les aventuriers de Koh-Lanta étaient comme ça, on aurait beaucoup moins de problèmes, d'épisodes qui traînent en longueur, de prod qui est obligé de s'initier dans le jeu pour créer du drama. Non, avec des gens qui ont absolument envie de gagner comme Claude, ben, il y aurait des crépages de chignons tout le temps, il y aurait des engueulades, enfin, il y aurait vraiment beaucoup de jeux tout le temps, et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez lui. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu particulier. D'habitude, j'aime bien parler de stratégie, de social. Bon, là, c'est vrai que je me suis beaucoup attardé sur des petits détails qui, pour moi, ont leur importance pour faire de cet épisode un épisode très plaisant à regarder. J'espère que la vidéo vous aura plu, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.